Bonjour à tous et bienvenue dans le débat de France 24 consacré aujourd'hui au nucléaire civil, 3 ans après la catastrophe de Fukushima. Une fois l'émotion passée, quelles leçons ont été retenues par l'industrie de l'atome? Quel est le prix à payer pour sortir du nucléaire au Japon, mais aussi en France et en Europe? Comment expliquer qu'à travers le monde, les commandes et les constructions de réacteurs se multiplient? Elles n'ont jamais été aussi nombreuses depuis 25 ans. Pour répondre à toutes ces questions, avec nous des pros et des antinucléaires, tous extrêmement bien formés et bien informés. On va commencer par Yannick Rousselet, spécialiste des questions nucléaires chez Greenpeace France. Bertrand Barré, professeur à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, auteur également de Faut-il renoncer au nucléaire aux éditions Le Muscadier en 2013. Francis Saurin, directeur du pôle information de la Société française d'énergie nucléaire et rédacteur en chef de la revue Générale nucléaire. Et enfin, Benjamin Dessus, ingénieur et économiste, président de Global Chance. Merci à tous, messieurs, d'avoir accepté de participer à notre débat. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent suivre ce débat et le commenter sur les réseaux sociaux. Et avant de commencer notre débat et de répondre à toutes ces questions, je vous propose de regarder un reportage de nos correspondants au Japon qui montre un peu le bras de fer entre la population et notamment les antinucléaires et le Premier ministre conservateur Shinzo Abe qui veut relancer les réacteurs nucléaires au Japon. On le regarde. Foule compacte, néon coloré, écran géant, Tokyo reste une ville électrique, même si tous les réacteurs nucléaires sont à l'arrêt des suites de la catastrophe de Fukushima. À se demander si le pays a vraiment besoin de l'atome pour fonctionner. On n'a pas besoin du nucléaire. On arrive très bien à vivre sans, on a assez d'électricité. Aujourd'hui, on est ici pour dire qu'on peut très bien s'en sortir si on développe les énergies renouvelables. Selon un sondage du Tokyo Shimbun, 65% des Japonais veulent sortir définitivement du nucléaire. Un chiffre qui pousse les militants à continuer la lutte. Dimanche, pour les 3 ans de l'accident de Fukushima, 30 000 personnes battent le pavé autour du Parlement japonais. L'ambiance est rock'n'roll et le mot d'ordre limpide, non au redémarrage des centrales nucléaires. L'ennemi déclaré des manifestants, le Premier ministre conservateur Shinzo Abe, qui veut relancer les réacteurs au plus vite. Dévoilé en février, une première ébauche de sa politique énergétique présente le nucléaire comme une source d'électricité clé pour le Japon. Une position que le gouvernement justifie par le coût démentiel des hydrocarbures que le pays doit désormais importer pour faire tourner tous azimuts des centrales thermiques. Sans les centrales nucléaires, qui représentaient entre 27 et 30% du total de la production d'électricité du Japon, le pays a besoin, à court et moyen terme, d'importer de plus en plus d'énergies fossiles, qui sont chères, et cela crée des problèmes économiques. Et enfin, sans énergie nucléaire, il est encore plus difficile de respecter les accords de Kyoto en termes de réduction des émissions de CO2. Des émissions de gaz à effet de serre que le gouvernement veut limiter en misant sur les énergies renouvelables. Et voici sa vitrine, une éolienne flottante de 2 MW, la première d'une ferme offshore de 143 éoliennes. Installée au large de Fukushima, à seulement 50 km de la centrale nucléaire accidentée, le projet symbolise une nouvelle ère pour la région dévastée. Ce projet est un moyen pour la préfecture de Fukushima de surmonter la catastrophe et de revitaliser l'industrie. C'est pour cela que le gouvernement a financé ce projet. Mais derrière la façade, les énergies solaires et éoliennes peinent toujours à décoller au Japon. Malgré les incitations du gouvernement, elles ne représentent qu'1,6% de la production d'électricité du pays. Grâce à la mise en place de tarifs de rachat avantageux des énergies renouvelables, on a vu apparaître des parcs géants de panneaux solaires depuis 3 ans. Mais si on considère la vue d'ensemble, la part des énergies renouvelables n'a pas encore augmenté. Toujours peu d'énergie renouvelable et incertitude totale quant au redémarrage des centrales nucléaires. 3 ans après la catastrophe de Fukushima, le Japon a toujours du mal à décider d'une politique énergétique.
Voilà, alors et aujourd'hui, il y a au Japon 48 réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt, mais le Premier ministre Shinzo Abe a réaffirmé ce lundi 10 mars qu'il était déterminé à faire redémarrer l'industrie nucléaire dans son pays. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu tôt, sachant que finalement, il y a encore beaucoup les sites ne sont pas totalement décontaminés, il y a le problème de l'eau. Est-ce que c'est pas trop tôt, Francis Saurin? De toute façon... Pardon. Bertrand Barré, excusez-moi. De toute façon, ça ne redémarrera pas à Fukushima. Les 4 réacteurs accidentés sont morts et les 2 autres qui ne sont pas abîmés ne redémarreront pas. Donc la question de décontamination est indépendante du redémarrage des autres qui ne sont pas sur les zones contaminées. Combien de temps ça va durer d'ailleurs? On parle de 30 à 40 Alors, la décontamination du site, 30 à 40 ans, vous avez raison, c'est l'évaluation actuelle. Mais à l'heure actuelle, il y a 16 réacteurs sur les 48 qui ont déjà préparé tout leur dossier pour demander à redémarrer. Et la nouvelle autorité de sûreté qui a été mise en place au Japon est en train d'étudier ces demandes avec bien sûr des critères beaucoup plus durs que c'était avant l'accident. Et on s'attend à ce que les premières autorisations interviennent durant l'été. Donc il y a 16 réacteurs qui pour l'instant seraient prêts s'ils obtiennent les autorisations. Yannick Rousselet, vous êtes certainement, vous trouvez ça peut-être trop tôt Clairement, il reste après l'opinion publique. Et le Japon a ceci de particulier, c'est que les décisions sont extrêmement décentralisées. Un vrai pouvoir dans les préfectures, c'est un peu comme si notre président de conseil général était finalement élu par les citoyens, ce qui fait qu'évidemment, ils sont redevables vis-à-vis de leurs citoyens. Et évidemment, ce pouvoir local, lui, ne voit pas forcément du même œil un redémarrage tel que le Premier ministre le voudrait aujourd'hui. Donc ça sera sûrement très compliqué. Alors après qu'il y ait la volonté de redémarrer certains réacteurs, c'est une certitude. Que d'autres réacteurs comme ceux de Fukushima ne redémarreront pas, c'est très très fort probable. On est vraiment dans cette situation d'incertitude aujourd'hui. Il faut dire d'ailleurs, Francis Saurin peut-être, Francis Saurin juste à... Oui, mais que justement, Yannick Rousselet a raison. Ça va beaucoup dépendre des préfectures qui n'ont pas du tout, de ce point de vue-là, les mêmes opinions. Tout à fait. Il est très clair que dans le Kansai, la région, on va dire Osaka, Kobe, ils sont très pour un redémarrage. Ça, c'est clair. Il est certain qu'autour de Fukushima, ils sont très contre. Ça va de soi. Et de l'autre côté, sur toute la mer du Japon, eh bien, ils sont moins contre parce qu'ils ont l'impression qu'eux ne risquent pas de tsunami. Alors, peut-être Benjamin... Globalement, si vous voulez. Je crois que globalement, le fait politique essentiel qu'on peut retenir, c'est que l'électorat japonais a voté pour un Premier ministre pro-nucléaire, qui a dit qu'il ferait redémarrer le programme nucléaire japonais, que plus récemment, en 2000, il y a quelques semaines, il y a eu une élection à la mairie de Tokyo, et c'est un maire pro-nucléaire, ouvertement affiché comme tel, qui a été élu. Parallèlement, vous l'avez dit, les sondages montrent que les Japonais sont plutôt anti. Oui, à 65% apparemment, d'après les derniers sondages. 65%, effectivement. Comment expliquer cette contradiction? Ils sont contre dans les sondages, mais ils votent pour des hommes politiques qui sont pour, à mon avis, par un élément extrêmement simple, la situation économique du pays. L'électricité, les prix de l'électricité ont augmenté de 15 à 20%, et le Japon doit dépenser à peu près 35 milliards d'euros chaque année pour s'approvisionner en matières premières énergétiques. Alors, on reviendra sur cette notion de prix, du prix à payer pour sortir du nucléaire, mais avant, peut-être, Benjamin Dessus, je voulais vous demander, est-ce que vous avez l'impression que les leçons ont été tirées après cette catastrophe de Fukushima au Japon, et peut-être de façon plus générale? Non, parce qu'il faut beaucoup de temps. C'est pas de la mauvaise volonté des gens, mais avant qu'on ait compris l'accident de Fukushima et ce qu'il faut se faire pour éviter ce type d'accident, il faut de nombreuses années. Donc dire qu'on a accumulé l'expérience maintenant, c'est complètement faux. Est-ce qu'on a évalué toutes les conséquences? Mais non, sûrement pas, c'est évident. Et personne ne dira qu'on les a évaluées. Alors c'est évident, et en même temps, il y a eu des informations, des contre-informations, par exemple, Attendez, à un moment donné... moi je voudrais finir quand même ce que j'avais commencé à dire, parce qu'autrement je ne le dirai jamais. Alors dites-le. Parce qu'il y a deux choses qui me semblent intéressantes dans ce qui s'est passé dans le débat actuel et dans la présentation tout à l'heure. Dans la présentation de tout à l'heure, on parlait du mix énergétique, on disait il faudrait les indices qu'il faudrait des éoliennes, le deuxième plus de nucléaire, etc. Jamais un mot sur la demande d'électricité.
C'est-à-dire votre conseil, c'est qu'il faudrait la baisser. Sur le fait que si on pouvait descendre de 10% de consommation d'électricité, ce serait moins compliqué, bon, par exemple. Alors, est-ce que ça a des inconvénients, des avantages à regarder? Les Allemands l'ont fait, les Français le font pas. C'est des politiques possibles. Et ça me semble très intéressant parce que c'est vraiment une des marges de manœuvre les plus considérables. Et manifestement, quand on fait un reportage comme ça, le journaliste qui fait ça n'a même pas dans la tête l'idée que quand on fait de l'électricité, c'est pour qu'elle soit consommée réciproquement. Peut-être qu'il n'a pas dans la tête, parce que la plupart des consommateurs ou des citoyens ne l'ont pas dans la tête. Ce sont les citoyens qui décident combien d'électricité il faut. Ce n'est pas le producteur d'électricité. À tout moment, le producteur... Non, mais c'est pour ça que je veux dire... Cela dit, il y a des mesures incitatives. C'est une façon de vote, d'une certaine façon. Les Japonais n'ont pas baissé leur demande, malgré l'augmentation de prix, et en revanche, ça leur coûte très cher, parce que les 36 milliards ils ont diminué de 10%. Francis Sorin, mais ils sont remontés, non, mais les 36 milliards, c'est 36 milliards de plus qu'avant. C'est pas 36 milliards secs. Dernier point que je voulais ajouter à Francis Sorin, c'est quand on élit un député, quand on élit un président, on ne l'élit pas sur le nucléaire. On l'élit parce qu'on a un choix entre deux mauvais présidents. On a choisi le moins mauvais. Alors il se trouve que manque de peau, il les nucléarise et qu'on ne l'est pas réciproquement. Mais c'est tout, quoi. Il y avait tout de même un débat électoral où le futur Premier ministre a clairement dit à tout l'électorat japonais, je suis pro-nucléaire, et si vous m'élisez, je fais redémarrer le programme nucléaire qui est arrêté. Absolument, mais en même temps, on voit bien que dans les préfectures, il se passe quelque chose de très différent. C'est-à-dire que les citoyens s'exprimant auprès de leur préfet, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les préfets sont très, très réticents à redémarrer les stations. Là encore, ça dépend des Alors, passons peut-être ce chapitre sur le paradoxe, en fait, entre les citoyens, enfin, des citoyens japonais qui ont ou pas voté pour des gens qui étaient pour le nucléaire. Revenons peut-être sur les conséquences, en fait, de cette catastrophe de Fukushima. À un moment donné, circulaient des informations sur le fait que l'eau maritime, sur les mers qui étaient contaminées, sur le fait que l'océan Pacifique était contaminé. Finalement, est-ce le cas ou pas? On a parlé de désinformation à ce moment-là. Est-ce qu'on connaît l'ampleur véritablement des conséquences de cette catastrophe dans les airs, dans les mers, sur Terre, y compris la Chine s'inquiète aujourd'hui encore. C'est quoi le bilan? Je ne pense pas qu'on ait de vrais désaccords tous les quatre, enfin on va voir, mais je pense que non, réellement il y a un constat. On est dans une situation de catastrophe nucléaire, donc personne ne nie qu'il y a cette catastrophe. Donc après, évidemment, les Japonais, TEPCO fait, je dirais, ils font un peu ce qu'ils peuvent pour refroidir ces réacteurs. À partir du moment où on a des problèmes d'étanchéité et de circulation d'eau, évidemment, nous avons des grandes quantités de matières radioactives, de tritium, qui en particulier, qui partent vers la mer. Donc on a une contamination sur lequel il n'y aura pas de discussion, c'est une contamination locale très forte. Après, là où il y a une forte discussion, évidemment, c'est savoir jusqu'où ça va dans l'océan. Est-ce que l'océan Pacifique réellement est efficace dans la dilution? Évidemment, là, on pourra avoir des appréciations différentes. Là aussi, il va falloir du temps. C'est-à-dire que, clairement, ce qu'on constate, c'est des reconcentrations dans les sédiments marins pour les poissons de fond. On voit aussi dans les poissons carnassiers, si on prend le thon, qui est dans le haut de la chaîne alimentaire, des concentrations dans le thon. Lui, il voyage. Alors, de fait, on retrouve des thons contaminés sur la côte des États-Unis. Après, on entend aussi, il faut le reconnaître, beaucoup d'inepties sur le sujet, dans lequel, quand on entend certains raconter qu'aujourd'hui, on a des contaminations très fortes qui amènent à des décès d'animaux en Amérique du Nord, évidemment, sérieusement, ça n'a pas de sens. Bertrand Barré, peut-être une réaction sur les conséquences internationales, éventuellement. Alors, sur les conséquences internationales, il y a une chose qui est assez remarquable quand on fait le parallèle avec l'accident de Tchernobyl. L'accident de Tchernobyl, donc le plus grave, a été un choc, a été un coup d'arrêt pour le nucléaire dans le monde, et il a fallu 15 ans, 20 ans pour petit à petit revenir à un degré d'acceptation avant l'accident. Et là, c'est très différent, parce que dès mi-2012, en gros, on était revenu un peu à la situation avant, à part au Japon, évidemment. Alors, la situation variante, bon, en Allemagne, décision d'arrêt. En Angleterre, décision de redémarrage. Aux États-Unis... Décision de redémarrage, mais rien de démarré pour le moment. Décision, j'ai bien dit décision. C'est-à-dire mais c'est pareil, en Allemagne non plus, ils n'ont pas tout arrêté. L'électrochoc qui a été provoqué après l'accident de Fukushima est moins important que celui qui a été provoqué après l'accident de Tchernobyl. On s'habitue. Il a eu un effet beaucoup moins durable. Je ne dis pas qu'il a été moins important. Benjamin on sera très habitué. Je ne dis pas qu'il a été moins important sur le moment, mais il a été beaucoup moins durable. Pourquoi? Peut-être parce que la communication a été meilleure, peut-être parce qu'on a eu l'impression que
Là, on savait ce qui se passait, on ne nous racontait pas trop d'histoires. En France, par exemple, l'autorité de sûreté nucléaire a fait beaucoup de communication crédible. C'est un vrai contraste avec ce qui s'était passé après Tchernobyl. C'était sous la période soviétique. Donc, mais, Benjamin Dossus, vous n'avez pas l'air très d'accord. Vous dites on s'habitue finalement à ces catastrophes nucléaires. La différence énorme dans un pays comme la France par rapport à Tchernobyl, c'est que pour la première fois, le patron de l'autorité de sûreté nucléaire a dit un accident est possible en France. Le risque zéro n'existe pas. Il n'a pas dit pour la première fois. Alors, le risque zéro n'existe pas. Tout le monde. Excusez-moi. Francis Saurin, le risque zéro n'existe pas. Le mieux possible. Maintenant, c'est devenu... Non. Les connaissances publiques françaises n'avaient jamais autant affirmé que ce qu'ils disent aujourd'hui. Voilà, il faut vivre avec des accidents. Alors, donc ça change beaucoup les choses. Alors, qu'il l'ait dit avant ou après, donc le risque zéro n'existe pas. Non, c'est pas le risque zéro n'existe pas. Il a dit les probabilités d'accidents en France existent et on n'est pas sûr de ne pas en avoir. Ça, les responsables du programme nucléaire français laisse-moi finir. Et donc, les Français savent maintenant que s'ils continuent le nucléaire, ils prennent le risque d'avoir un accident en France. C'est une prise de conscience. Peut-être que le président de l'ASN l'avait dit au milieu du corps des mines. Il ne l'avait pas dit publiquement. Il ne l'avait jamais dit publiquement. Qu'il l'ait dit ou qu'il ne l'ait pas dit, les citoyens ne sont pas obligés maintenant, d'accepter cette idée. Les citoyens sont au courant. Alors après ça, les citoyens décideront qu'ils veulent continuer le nucléaire avec ses avantages et ses inconvénients, son coût, son machin, on pourra en discuter, mais avec la possibilité réelle d'avoir un accident du type de ce qu'on a eu à Fukushima, qui coûte quelques milliers de milliards de dollars. Voilà. On y reviendra. Alors, Francis Saurin, une petite intervention. Pour répondre à Benjamin Dossus, ça fait 35 ans que la Société française d'énergie nucléaire, qui regroupe 3500 adhérents parmi les responsables du programme nucléaire français, notamment, ça fait 35 ans qu'on dit qu'un accident nucléaire est possible en France. On n'écarte pas du tout cette hypothèse. Un accident grave est possible en France. Nos centrales ne sont pas à l'abri d'un tel accident. Mais ce qu'on doit rajouter, c'est que, premièrement, un tel accident est extrêmement improbable, très improbable. Personne ne me contredira sur ce plateau. Sauf que en termes de probabilité, justement, on s'est aperçu que, justement, la réalité a dépassé la fiction. Particulièrement à Fessenheim, mais on y viendra peut-être. Deuxièmement, au cas où un tel accident surviendrait malgré tout, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, il est tout à fait vraisemblable, tout indique que ces conséquences, que l'ampleur de ces conséquences serait limitée. En tout cas, là, c'est pas ce que dit l'ASN. Pas de Fukushima, pas d'accident avec des conséquences ayant l'ampleur de celle de Fukushima. Alors, ce sera le mot de la fin de la première. Je vous propose de nous retrouver d'ici quelques minutes pour la suite de ce débat. Je vous propose juste de faire une petite pause et de revenir juste après les titres de l'actualité. À tout de suite.